Enfin, chers amis téléspectateurs, vous avez très bien fait de nous choisir pour ce débat d'aujourd'hui qui concerne le Togo. On parle de l'énigme politique et la misère. Que doit faire donc le président du Conseil fort et Sazimna Singbe? Je reçois monsieur Philippe Amedodi Koko depuis Bruxelles et docteur Albert Kate qui sont tous deux en duplex avec moi sur le plateau aujourd'hui. Vous aurez aussi l'opportunité de nous appeler sur le plus 1 319 462 89 119. L'antenne est maintenant ouverte à tout un chacun de vous. Alors, bien avant qu'on aille à la pause, il y avait une question de la part de monsieur Philippe Amedodi qui tenait tellement à ce que docteur Kate réponde véritablement. Alors, docteur, je vais vous donner juste 2 minutes puisque on a encore 1 heure à penser ensemble. J'ai encore une dizaine de questions à vous poser. C'est pourquoi je vous prierai tous deux donc de répondre à mes questions posées. Alors, docteur, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place donc du président du Conseil, Forissa Zimna Nyansigbe? C'était la question donc de votre co-débatteur, monsieur Amedodi. C'est une très bonne question. D'abord, je vais commencer par la question de notre frère Amron. Je pense qu'il n'y a pas un seul Togolais de tout bord qui dirait que ce qui est arrivé est bien. Non, personne ne soutient l'impunité. Je pense dans mon intervention, j'avais déjà répondu en expliquant l'importance de l'état de droit, de la justice et les droits de l'homme. Et que dans le passé et depuis fort longtemps, c'est resté un objectif permanent. Et je l'ai rappelé pour que même ceux qui ont été violentés, tous obtiennent justice, et réparation, et réhabilitation, et que ces choses ne se reproduisent plus. Et j'ai rappelé les recommandations pour éradiquer ce genre de choses sur lesquelles nous travaillons, qui comportaient les réformes de l'armée. J'ai rappelé que c'est un objectif qui a été assigné à la classe politique parce que ces violences ne datent pas d'aujourd'hui et continuent. Et c'est pour cela nous devons admettre que nous n'avons pas avancé parce que ces violences reviennent. Peut-être pour vous, c'est aujourd'hui une telle chose se produit. Nous en avons entendu plusieurs fois dans le passé. Et c'est cela, je fais la différence entre les anciens qu'ils doivent encadrer la jeunesse et essayer de reprendre le cahier de charge pour que nous éradiquions ces choses. Je ne suis pas dans l'émotion ou dans la réaction de l'actualité, non. Parce que je ne suis pas de la première heure, ni de la dernière, mais j'ai quand même, depuis 92, prêté attention à beaucoup d'impunité, beaucoup d'actes qui se sont passés, et je suis conscient de tout ce lot-là. Bon, moi, je suis plus intéressé à la solution pour que ces choses n'arrivent plus. Je ne suis pas de ceux qui réagissent juste ce matin pour ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense à demain aussi. Que demain, un autre Amron ou quelqu'un d'autre ne tombe pas dans ce problème. La solution, je l'ai dit. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis des années. Si vous retrouvez le document de l'accord cadre, vous allez voir que dans tout cela, nous avions parlé de cette histoire d'impunité. Parce que avant 99 de cet accord cadre, il y avait l'amnistie de 94 que Eyadema avait signé. Donc, on s'assurait que le document et cette réunion que nous avions eue, ce consensus que nous avions eu, ouvrait un peu la voie à l'impunité. C'est-à-dire, était beaucoup plus focalisé sur les élections, les prochaines élections.
mais pas comment arrêter l'impunité. Et c'est très sincère, très professionnel ce que je suis en train de dire, parce que ceux qui sont les acteurs des droits de l'homme savent de quoi je parle. Et lorsque nous avions eu des occasions pour évoluer et corriger et empêcher que cette impunité ne se passe, on refait encore un document beaucoup plus axé, je parle de la classe politique, ceux qui se retrouvent à ce dialogue ressortent encore avec un accord qui se focalise beaucoup plus sur les élections, sur comment on va partager la CENI, sur comment on va faire cette liste, sur comment on va faire ce découpage électoral. Donc c'est pour ça, je te rappelle, une fois encore, que nous sommes embourbés dans une actualité, nous sommes embourbés dans un schéma où le fond du problème, on n'en parle pas. Le fond de ces problèmes, comment les résoudre, on n'en parle pas, mais on réagit seulement. Et puis, ça revient encore, parce que demain, il y aura encore des impunités. Demain, il y aura encore des gens qui seront emprisonnés. Demain, il y aura encore des morts, n'est-ce pas? Bon, la lagune de Baie, vous avez parlé de la lagune de Baie. Est-ce que la lagune de Baie, c'est la première fois que vous avez vu ça? La lagune de Baie, plus de 28 morts. Est-ce que Ford n'a pas dit que ça doit plus se dans reproduire? Les années... Attention. Focalisez tout sur Ford, vous allez... Oui, mais c'est le premier des Togolais. Vous allez vous éloigner de la réalité. Laissez-moi expliquer. La lagune de Baie, vous avez parlé de la lagune de Baie, n'est-ce pas? La lagune de Baie, parce qu'il y a eu des morts ou un mort, je ne sais pas combien, la fois passée. En réalité, 7. On aurait pu... 7 morts, mais on aurait pu... Oui, j'ai dit, le bilan était 7 morts, mais c'est pas si c'est les 7 sont dans la lagune. Pour l'instant. Tous les 7 sont de la lagune. Il y a des disparus. 7 corps qui ont été repêchés. Voilà. Mutilés. Donc, voilà. Donc, en 1991, on a eu 28 morts dans la lagune. 28. Donc, Ford a fait donc, c'est pas grave. On est passé de 28 à 7. Laissez-moi avancer. Ford n'était pas président en 91. C'est là que vous devez comprendre. Donc, c'est pour ça que je dis, Ford n'était pas président en 1991. Donc, l'histoire qui s'est répétée en 91. Donc, il fait mieux que son papa. Donc, laissez-moi aller au bout de mon développement, cher ami. Je ne vous suis pas. Je vous comprends. Moi, je vous suis. Donc, quand vous avez parlé de la lagune, votre approche est d'aujourd'hui et d'actualité. Moi, mon approche, je vois tout le passé et le présent. Et c'est pour ça que je dis, chacun a son prisme de la situation, parce que moi, je me vois dans un passé où tout ça s'était déjà passé et nous avons dressé une liste de solutions que nous avons abandonnées. Et aujourd'hui, dans le temps dont toi tu parles, qui est aujourd'hui, ces choses se répètent. Donc, ma réaction, c'est quoi? C'est si nous avions travaillé pour poser les actes que nous-mêmes nous avions pensé serait la solution. Donc, c'est exact. On pour objectif que ces choses ne se reproduisent plus. Alors, lorsque nous avons abandonné ce projet et que maintenant ces choses reviennent, cela nous interpelle que ce qui devait empêcher à ce que ces actes ne continuent, est-ce que nous avions fait ces choses-là? Nous ne l'avions pas fait. C'est ça. Donc, les conséquences, c'est que nous allons encore, demain, où toi et moi, on parle, lorsqu'il y aura encore des événements, certainement qu'il y aura encore des exactions. Donc, ici, c'est quoi? Ce qu'on veut pour le peuple, c'est quoi? Comment lui garantir un lendemain où ces choses-là ne doivent plus venir, ne doivent plus se passer? Je pense que tu es muté, Philippe. Comment faire? Monsieur Amidedi, je vous avais muté un instant. Donc, à partir de cet instant, je vais vous donner 2 minutes chacun pour répondre à mes questions. Très rapidement, je veux encore aborder d'autres pans à cette discussion d'aujourd'hui. Donc, donc, je finis rapidement. Donc, dans cela, il ne fallait pas citer l'accord RPT-UFC qui est un accord personnel. Je pense que sur cette histoire d'accord RPT-UFC, je préfère qu'on n'aille pas dans ce débat parce que c'est un accord privé entre ces deux parties et cet accord ne s'inscrit pas dans l'intérêt national. Lorsque l'UFC
est parti négocier ses propres intérêts. Ce n'est pas l'intérêt national. Nous ne sommes pas témoins du document. Nous ne sommes pas témoins. C'est un autre débat. On peut continuer. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On va aller au pas de course. Monsieur Amidedi, on va aller au pas de course. Certains partis politiques ont donné également leur accord et leur soutien à ces manifestations du 26 au 28, bien entendu. Alors, par rapport à la CENI également, ils réclamaient donc un report aux élections et je me demande s'ils auront gain de cause. Nous parlons donc d'un nouveau pan donc de cet entretien que nous avons aujourd'hui. Monsieur Amidedi. Oui, et vous savez, Dr Katé disait tout à l'heure, les répétitions, excusez-moi l'expression, de la connerie, ok, appétit l'homme, l'être humain. Je peux reprendre autrement. Un être intelligent ne trébuche pas sur le même obstacle 10, 15, 20 fois. Dr Katé, vous êtes d'accord avec moi? Depuis que le Togo est Togo, depuis que Fort s'est emparé politique au Togo, dites-moi si une seule fois il y a eu des élections transparentes au Togo. D'accord? Avec la misère ambiante là, est-ce que vous faites le rapport entre le nombre de députés unis à l'Assemblée et la misère et ce dont souffrent les populations? Donc, je comprends, pour répondre à votre question, je comprends que la classe politique togolaise, une partie en tout cas, ne voit pas l'utilité d'aller aux élections municipales. Allez faire le bilan. La première élection municipale au Togo a eu lieu en 2000, il y a 6 ans. D'accord? OK? Allez faire le bilan pour voir ce que ça a donné. Non, c'était en 99, en 2019, si je ne m'abuse. D'accord? En juin 2019, le 30 juin 2019. Donc, il y a 5 ans. Faisons le bilan. Allez voir comment le régime central, le pouvoir central, a mis des bâtons dans les roues à ces rares maires qui relèvent de l'opposition. Docteur Katé, soyons sincères. Donc, pourquoi encore aller vivre, subir la même chose? Regardez les dernières élections législatives. Les fraudes. On a vu des gens bourrés devant les caméras des urnes. Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Docteur Katé, lorsque vous parlez d'impunité, lorsque on connaît le coupable et qu'on ne le sanctionne pas, comment est-ce que vous jugez ça? Comment est-ce que vous l'appelez? C'est pas du cynisme. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on cherche une action juste et équitable, alors que on laisse des truands, ok, semer le désordre et la pagaille, et au lieu d'être sanctionnés, on leur donne des promotions. C'est ce qui se passe au Togo, docteur Katé. C'est-à-dire ceux qui font pire, c'est eux qui sont promus. Et c'est dans ça que vous voulez que la classe de l'opposition continue à aller? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous avez vu la loi sur la décentralisation? Cette loi-là, et c'est ça le problème du Togo. On fait de bonnes lois, on part de bonnes intentions, mais sur le terrain, c'est le contraire. Ça s'appelle la fumisterie. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que le pays avance. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Docteur Katé, vous croyez que les Togolais ne voient pas ça? Pourquoi est-ce que les Togolais iraient encore passer une journée au bureau de vote, qu'on vient pour prononcer ou proclamer un résultat qui est sorti droit du chapeau magique de l'UNIR. C'est-à-dire, l'UNIR veut passer jouer à la tête des mairies. À la limite, comme ça nous coûte de l'argent là.
qu'ils économisent l'argent, qu'ils construisent au moins un centre de santé dans la brousse quelque part. Et qu'on nous foute la paix avec ces élections-là qui sont systématiquement truquées. Et Moïse, moi je pense que aller à ces élections pour les partis d'opposition, ok, qui ont vu comment les élections se passent, c'est-à-dire une CENI qui doit être remplacée. Moïse, ce dont nous parlons, c'est pas. Docteur Katé dirait que c'est exagéré. Docteur Katé, vous savez que constitutionnellement, la CENI devait être recomposée. Est-ce que vous le savez, docteur Katé, oui ou non? Vous allez me répondre tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? OK? Deuxièmement, le découpage électoral. Vous allez dire encore que c'est ça, c'est de l'opposition. Docteur Katé, et vous allez dire que dans le pays où vous êtes aussi, il y a Trump qui fait des conneries. Donc, si les chefs d'État africains aussi en font, c'est pas grave. Hein? Il y a Macron qui, peut-être pour vous, est un modèle qui fait des conneries. Donc, les chefs d'État africains aussi peuvent le faire. Vous savez, ces dirigeants-là que vous citez, ils ne m'impressionnent pas. Ils sont des hommes, ils font des conneries. Mais la seule différence, c'est que la justice les rattrape. Vous avez vu Sarkozy? Vous avez vu comment paix à son âme, le président français Bernadette, vous avez vu Chirac, comment ils ont terminé? Donc, s'il vous plaît, docteur Katé, ne me citez pas les, comment, les dérapages ni de Trump, ni de Macron pour me dire que même en démocratie, il y a des gens qui peuvent déconner et que c'est de bonne guerre que Ford est en train de déconner et que son papa a fait tuer ou bien chez son papa, on a retrouvé 8 cadavres dans la lagune de Baie. Si sous Ford, on retrouve 7, c'est pas encore grave et que l'histoire montre que non, l'histoire ne montre rien. C'est-à-dire, il faut qu'on progresse. On ne progresse pas au Togo, on regresse. Et cette régression est due à une et une seule personne. C'est cette personne-là qui a confisqué le pouvoir politique et économique au Togo et judiciaire. Il est, par de lui, tout lui revient. Au Togo, il n'y a jamais eu de démocratie. C'est la raison pour laquelle la jeunesse est fond de vous demander que Fort n'est pas parti. Ceux qui organisent l'impunité dont vous parlez là, c'est qui? C'est Fort. OK? On avait parlé du rapport, il y a eu le Covid, et il y a la Cour des comptes, une institution de la République, qui a fait un rapport. Qu'est-ce que Fort a fait de ce rapport-là? 10 secondes. Il n'est pas assis. Et je termine par là. Il y a eu la CVJR, paix à son âme. OK? Nicodème et Bariga. La CVJR, vous connaissez, non? Commission Justice, Vérité et Réconciliation. Réconciliation, justement, que la CVJR proclamait. Qu'est-ce que Fort en a fait? Il n'est pas assis dessus. Donc, docteur Katé, ne venez pas nous dire que c'est pas, nous faisons une fixation sur Fort. Fort est responsable de l'état chaotique, catastrophique dans lequel se trouve le Togo. Tant qu'il est là, le Togo ne s'en sortira pas. C'est la raison pour laquelle je soutiens la démarche des jeunes qui demandent le départ de Fort ici et maintenant. Merci. Nous avons un téléspectateur en ligne qui attendait. Bonjour. Téléspectateur, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Moi, c'est Charles depuis Atlanta. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Bonjour à nos débatteurs, bonjour aux auditeurs aussi. Moi, personnellement, j'ai entendu beaucoup de choses ici, mais il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est celle de Dr Katé qui dit « Lui n'est pas dans les accusations ou bien seulement parler, mais plutôt dans une démarche de trouver des solutions aux problèmes. » Et je pense que ça doit être également la démarche de M. Amedoji et ses autres compères qui ne sont pas au pouvoir de l'opposition. Et M. Amedoji disait aussi tout à l'heure que ceux qui sont au pouvoir disent quelque chose et font le contraire. Mais justement, c'est là que vous intervenez. C'est là que vous constituez un contre-pouvoir pour empêcher. Le contre-pouvoir, c'est d'empêcher celui qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut.
Et c'est là votre rôle, c'est votre responsabilité d'empêcher celui qui est au pouvoir de faire ce qu'il veut. Mais si moi je suis au pouvoir et que j'ai la latitude de faire tout ce que je veux et surtout de le faire pour me maintenir au pouvoir, messieurs, je le ferai. On a donné des exemples ici pour ce qui concerne le maintien d'ordre ou la violence. On a donné des exemples en Californie et tout. Mais je vais donner un exemple également dans ce grand pays-là, on appelle les États-Unis, où un candidat a appelé un organisateur des élections présidentielles pour lui dire de lui trouver quelques voix. Cela voudra dire que si c'est faisable, il va le faire. Alors si c'est faisable, il ne l'a pas fait parce qu'on l'a empêché. On ne peut pas le faire. Il y a des choses il y a des garde-fous, des lois, des textes, des hommes qui sont là, qui empêchent que de telles choses se passent. Donc pour moi, c'est le problème, on dit, il vient de chuter tout à l'heure en disant que la situation dans laquelle se trouve le Togo, c'est le PCM, c'est fort. Oui, parce qu'il est à la gestion, parce qu'il est le chef de l'exécutif. Bon, on va le dire comme ça aujourd'hui. Il a été le président, donc la gestion du pays, de la chose publique, la responsabilité lui incombe. Mais vous, pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait en empêchant celui-là de continuer par faire ce que vous dénoncez à longueur de journée, de mois et d'années? Comment on peut le faire avec 4 députés sur 113? Et qu'on soit là à chaque fois à parler, à bavarder et tout. Lorsque tout à l'heure, M. Amedoji il mentionnait la Constitution de 1992, que le peuple demande le retour à la Constitution de 1992, qu'il soit rappelé que le retour à cette Constitution de 1992 a été obtenu en 2019, à la suite des manifestations de 2017, et qu'il a été dit même il s'agissait en fait d'une disposition dans la Constitution qui est l'article 59. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Cette disposition bien ne peut être modifiée que par voie référendaire. Et donc, la Constitution de 1992 réclamée en 2017 a été obtenue. Mais que diantre, lorsqu'une nouvelle Constitution arrive encore et qu'on change carrément de république, que les gens croisent les bras, que les gens ne réagissent pas, que les gens ne se disent rien, que les gens ne... C'est-à-dire que toute la lutte menée de 2017 jusqu'en 2019 où on a changé de mandat illimité, rappelez-vous que ça a été changé de mandat illimité en mandat limité, à la suite d'une longue lutte. Ce qu'on réclamait, ce que le peuple réclamait a été obtenu. Que diantre, lorsque cette chose va être changée encore, les gens ne réagissent pas ou n'agissent pas au moment où il fallait réagir, ils attendent. Par exemple, aujourd'hui, pour dire que nous réclamons le départ ou bien le retour de la Constitution de 1992. Donc, il va falloir qu'on arrête d'être chaque fois dans les réactions, de penser que bon, voilà, on laisse les choses se produire. On connaît les conséquences, hein. On sait ce que ça peut donner, mais on ne réagit pas, on n'agit pas et on attend que ça se produise d'abord avant de réagir. Le problème du Togo, on peut dire qu'il y a ceci. D'ailleurs, dans aucun pays du monde, tout ne va bien. Mais s'il y a lieu de dire qu'il est au pouvoir, il ne le fait pas bien, et donc il doit partir, mais c'est votre rôle, c'est votre responsabilité, c'est votre devoir. C'est pour ça que M. Kate rappelait tout à l'heure qu'il y a, à un moment donné, on a demandé à ce que les gens là qui dictent les lois à tout le monde dans le monde entier là, que ceux qui ne sont pas au pouvoir aient un droit de regard dans la gestion de la chose. Il y a des structures qui sont là pour ça. De l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on a notre parlement bicaméral. Et jusqu'au Togo, pour ce qui concerne le Togo, il y a même une chambre extra-parlementaire qui permet de discuter des problèmes du Togo. Donc, lorsque il y a trop de... On parle trop. Depuis 1950, combien on est en train de parler. Oui, et ça donne quoi? On parle et ça donne quoi? La dictature de Gnassingbé, c'est trop. Mais qu'est-ce que vous faites pour arrêter cette dictature? Mais on n'a jamais été au pouvoir. Monsieur Amedoji ne vous écoute pas. Monsieur Amedoji ne vous écoute pas. Donc, laissez-le terminer encore 5 secondes. Merci. Donc, je m'arrête là, d'ici ces 5 secondes, sur cette question. Qu'est-ce qu'ils font? Merci. Et de continuer par bavarder
perd le fils de la dictature 50 ans, au retour de la constitution de 1992, et pour rappel, ce qu'il réclamait a été obtenu. Pourquoi alors laisser qu'une autre constitution arrive? Merci. Merci. Merci de nous avoir appelé. Monsieur Amedodi, vous vous sentez interpellé à travers donc cet appel de notre auditeur. Je vous donne 1 minute pour répondre très rapidement. Mais rapidement, vous savez, ce sont des gens qui viennent, sortent du bois, qui nous disent que, oh, on irait là, même si vous gesticulez, si vous revendiquez, on ne vous écoute pas. Allez faire autre chose. Ce que nous faisons. Monsieur, vous êtes aux États-Unis, j'ai compris. Lorsque Ford, notamment, a appelé ou bien unir, ils ont appelé leurs députés pour changer la Constitution, pour rentrer en 5e République. Que des leaders politiques et des leaders de la société civile se sont mobilisés. Est-ce qu'on leur a pas interdit? Docteur Katé, vous dites qu'il faut organiser, il faut respecter les lois au Togo. Vous savez qu'au Togo, nous sommes, pour manifester, nous sommes dans un régime de déclaration et non pas d'autorisation. Vous pouvez me dire, depuis les 5 dernières années, si une seule déclaration de manifestation de l'opposition a été acceptée, vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Ok? La loi est là, vous ne l'appliquez pas. Puis vous venez dire, lorsque nous sommes en train de changer la Constitution, vous étiez là au balcon à nous voir. Non, on n'était pas au balcon. Les gens sont descendus. Les gens ont voulu même faire une conférence de presse, on les a empêchés. Vous avez oublié Docteur Katé, ou bien la personne qui vient d'intervenir. Vous croyez que les Togolais n'enregistrent pas tout ça? Vous voulez des gens pour des salopards ou quoi? C'est moi qui... Je ne comprends pas. Tout le monde a vu ce que ce régime l'a fait pour empêcher l'opposition de s'exprimer. Tout le monde voit ce que Faure et ses amis font pour empêcher le dialogue de se faire. Docteur Katé, vous avez toujours parlé de dialogue. Pour faire un dialogue, il faut être à deux, non? Pourquoi est-ce que lorsque les évêques appellent au dialogue, Faure reste dans son coin? Je vais rappeler à votre ami qui vient de téléphoner, lorsque ils étaient à la veille de la promulgation de la nouvelle constitution, la CET n'a-t-elle pas écrit à Faure? Qu'est-ce que Bawala leur a répondu? Que l'Église n'a pas s'immiscer dans les affaires de l'État, que le Togo est laïque. N'est-ce pas vrai, docteur Katé? Vous parlez de quoi même? Vous croyez que nous, on ne suit pas ce qui se passe au Togo? Lorsque l'opposition a dit à Faure d'arrêter cette mascarade-là, que constitutionnellement, il a été écrit, votre ami qui vient de raccrocher là, dans la Constitution de 92, c'est mentionné, changer la Constitution, il faut un référendum. Est-ce que pour passer à la 5e République, il faudra faire ce référendum-là? Pourquoi est-ce que vous, docteur Katé, vous me dites maintenant que, oh, on est passé à la 5e République, il suffit d'accepter d'avancer. Donc, les Togolais, ils sont toujours là pour accepter d'avancer ce que vous faites. Même lorsque vous faites en violation des textes que vous dites vous-même avoir soutenus. Mais vous tournez les Togolais en bourrique. C'est pas normal. Il faut qu'on vous balaye. Il faut que ce régime-là soit balayé. C'est pas normal. C'est-à-dire, même le minimum, les lois, le minimum sur lesquels vous vous mettez d'accord, vous êtes incapable de les appliquer. Et vous voulez qu'on se taise et qu'on évite de sortir dans la rue pour dire qu'on a fait. C'est pas normal, docteur Katé. Réagissez. Vous dites que nous sommes dans la réaction. Nous ne sommes pas dans la réaction, nous sommes dans la colère. Le peuple est en colère. Les gens meurent de faim. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais terminer par cette anecdote. Ma belle-sœur, ok, il y a de cela 1 mois, on pleure. Sa fille de 16 ans, elle paye de savon pour se laver avant d'aller à l'école. Parce qu'elle ne trouve même plus de l'argent pour acheter de savon à sa fille. 16 ans, docteur Katé. Ça, c'est le Togo que Faure nous a fait. Vous êtes content et vous venez dire que c'est l'opposition qui ne fait pas son travail. L'opposition doit faire son travail où?
Lorsque vous avez 113 députés et que vous faites tout pour n'accepter que 4 députés sur les 113, vous voulez que l'opposition travaille comment? Vous avez lu notre constitution, même les 4 députés là, on ne leur autorise même pas à prendre la parole dans l'Assemblée. C'est ça que vous appelez dialogue? C'est ça que vous appelez, c'est ça ce que l'accord cadre dont vous parlez là, qu'on aurait dû respecter pour que le Togo soit pacifié, c'est ce que préconise l'accord cadre. Ce sont ces genres de manipulations, de manigances que l'accord cadre préconise. Excusez-moi, je suis expressif, c'est vrai, mais je suis en colère contre ce qui se passe au Togo. C'est pas normal que vos amis ne viennent pas nous dire qu'ils font des bêtises aussi aux États-Unis, que le Togo aussi, on peut en faire. C'est pas normal. OK? Vous savez, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, c'est à nous de montrer à ces gens-là que nous sommes civilisés. Je termine en disant, ne dites pas, ne continuez pas à nous dire que le Togo, on a besoin d'argent des investissements. OK? D'ailleurs, Trump a bien compris. Lorsque on envoie les sous avec ces programmes-là, ce sont les partis au pouvoir et leurs militants qui détournent. OK? Que les pays africains prennent leurs responsabilités. Nous avons des richesses, il faut que ces richesses profitent aux populations et non pas à une minorité. Merci, M. Amedodi. Alors, Dr Kate, en 2017, vous disiez que ces élections municipales ne serviraient à rien à l'opposition. Aujourd'hui, donc, elle a visiblement positionné des centaines donc, de candidatures sur toute l'étendue du territoire. Votre position a-t-elle évolué, Dr Kate? Je ne vous reçois pas, il semble que vous avez muté votre micro. Allez-y donc. Merci. Oui, ma position n'a pas évolué. Et pour compléter ce que vous aviez dit, je ne sais pas où vous avez trouvé cette cotation, mais cette citation, ce que j'avais dit, c'est que les élections municipales ne serviraient à rien si l'opposition ne fait pas son entrée au gouvernement. C'était ça que j'avais dit, pour compléter. Mais en fait, oui, dans cette analogie, c'est que ce que j'essaie d'expliquer, et j'avais dit qu'elle reviendrait dire plus tard qu'elle n'a pas les moyens. Alors, en 2017, je pense que c'était à 3 semaines avant le soulèvement populaire, quand j'avais dit ça. Alors, en ce temps, cette opposition était beaucoup plus axée sur les locales ou rien. Pour elle, c'était les locales ou rien. Je pense que c'est 3 semaines avant le soulèvement de 2017, ou 3 ou 2 semaines. Donc, il y avait, c'était un peu contradictoire, c'était surprenant pour certaines personnes parce que tout le monde allait vers les locales. Et ils dansaient même déjà dans les villages et disaient que on s'est trompé, on s'est toujours focalisé sur le présidentiel, or sur le fauteuil présidentiel, or c'est à la base qu'on devait faire ça. Alors là, moi, j'avais fait cette compte sortie pour montrer au peuple, les prendre à témoin que c'est du bluff. Tôt ou tard, elle viendra vous dire qu'elle n'a pas les moyens. Et je l'ai dit qu'elle dira qu'elle n'a pas les moyens. De 2017 à maintenant, vous aviez certainement entendu l'opposition dire qu'elle n'a pas les moyens financiers pour faire ceci. Et Philippe vient de le dire aussi. Philippe vient de le dire et il a ajouté que l'opposition a fait quoi? Que c'est du guet-apens. Il a dit des choses comme ça. Effectivement, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux Togolais. Que la vérité nous rattrape. C'est cette même opposition qui a fait l'architecture de comment un ensemble d'institutions doit former le système qui peut gérer ce pays de l'exécutif au législatif pour que demain les Togolais mangent à leur faim. Et dans cela, et elle a institué son propre rôle. Elle a accentué en exigeant la primature à la sortie de la conférence nationale et un pourcentage de sièges pour immédiatement former un gouvernement d'union dans l'exécutif. Et nous avons fait
constitué l'Assemblée, qui était à l'époque le Conseil de la République, dont les opposants étaient pleins là-bas pour décider de l'avenir de la nation et du travail que ferait l'exécutif. Donc, ce rôle éparpillé était comme le modèle est le seul si nous voulons adopter la démocratie. Cette démocratie qu'elle a schématisée dans la Constitution de 92. Vous vous rappelez, dans cette Constitution de 92, lorsque le président Yadema, après les élections de 94, législatives, ont donné une victoire à l'opposition. Philippe a demandé, est-ce qu'il a jamais eu une élection transparente au Togo? C'est une élection que l'opposition a qualifiée de transparente et elle a gagné cette élection législative avec 36 députés pour le cas et le reste pour l'UTD, où ils ont pris un pourcentage qui dépasse les 41 sur 80, lui donnant la majorité. Donc, Yadema devait choisir le Premier ministre. Et selon cette constitution de 92, bien qu'on ait fait copie-coller de la constitution française, le président de la République devait nommer le Premier ministre du groupe parlementaire ou du parti qui est majoritaire. Et il a voulu esquiver son choix qui devait porter sur Maître Yavia Gbouibor, ayant plus de nombre que son collaborateur UTD, d'Edem Kodjo. Et elle a plutôt choisi Edem Kodjo. Et la polémique s'est levée pour dire que non, c'est ce qu'on va lui imposer qu'il doit prendre. Et il a dit non, ce n'est pas stipulé tel qu'il doit prendre ce qu'on m'impose, mais du moment où la personne est de cette majorité, selon la Constitution, donc ça va. Et c'est cette polémique-là qui a donné l'attention des Togolais déjà au pilotage de cette Constitution dans les années 94. Avant que le charcutage ne vienne plus tard, vers les années 2003 ou 2000 comme ça. Donc, pourquoi il faut faire attention à cela? Cette Constitution de 92 est une responsabilité pas seulement au parti au pouvoir, mais aussi à l'opposition. Donc, tout ce beau système qui construisait et incorporait tout le monde, y compris la société civile, est parti où? C'est parti. Donc, si les gens sont devenus confortables, après avoir raccroché, ils sont devenus très confortables en recommandant et en disant avec beaucoup de fierté que nous, notre rôle, c'est de rester à l'Assemblée. Et ce chantage venait depuis avant la naissance de cette nouvelle constitution de 5e République. Et ils étaient fiers, on nous a appris pendant toutes ces dernières décennies que l'opposition, son rôle, c'est de rester à l'Assemblée et contrôler l'action du gouvernement. Où est parti tout l'ancien système ingénieux pour lesquels les Togolais sont morts dans les années 91-94, ou bien ils sont morts gratuitement. Les morts d'aujourd'hui sont plus importants que les morts de 91, 90, 93, 94. Ces morts ne sont pas importants comme les morts d'aujourd'hui. Ils sont morts, ces gens sont morts pourquoi? Tous ces massacres qu'il y a eu, toutes ces difficultés qu'on a eues, le temps de Frère au Jardin et autres là, tous ces massacres, ces gens sont morts pourquoi? Ces martyrs. Les valeurs démocratiques pour lesquelles le système qu'on construisait, pour lesquelles ces gens sont morts. Tout le monde ferme les yeux sur ça et on fait comme si de rien n'était, comme si c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais le travail qu'on faisait qui a causé la mort de ces gens-là, personne n'en parle. Mais c'est là le problème. Et c'est les conséquences de cela que nous vivons aujourd'hui. Et nous le savons. Donc quand M. Philippe parle d'une opposition qui est tombée dans un guet-apens, elle sait pertinemment, d'avance. Qui est méprisé. Qui est méprisé. Absolument. Les Togolais l'ont dit plusieurs fois, avant même les élections, on leur pose la question, vous pensez que vous allez gagner ces élections? Quelles sont les réponses? La liste est consensuelle. On leur pose la question de savoir, vous avez passé des années
Vous ne voulez pas organiser les élections, vous ne voulez pas rester dans l'exécutif. C'est l'exécutif qui organise les élections. Et vous revenez dire aux gens que l'exécutif a fait ceci mal, l'exécutif a mal distribué les cartes, l'exécutif a mal fait le recensement, l'exécutif a décidé ceci, ce n'est pas ce que vous vouliez, l'exécutif a arrêté telle personne, ce n'est pas ce que vous voulez. Et on vous dit que c'est vous-même qui avez dit que plus jamais ça au Togo que l'exécutif doit être une balance de pouvoir. Et vous-même, vous n'êtes pas dedans. Vous qui aviez organisé cette élection en 1994, dont M. Philippe parle, s'il y a eu une élection claire. Et ces gens se sont prononcés qu'ils ont été très satisfaits, ils ont gagné. Et c'est eux-mêmes qui avaient organisé. Ils étaient dans l'exécutif, le gouvernement qui a organisé cette élection. Et après, ils ont décidé qu'ils ne seront plus jamais dans un gouvernement. Mais ils reviennent dire qu'ils vont aux élections et que l'exécutif, que c'est le pouvoir seul qui est resté dans ce gouvernement, qui les vole, qui fait ceci, qui fait cela. C'est faux. Qui trompe qui? C'est ça. Donc, ne dites pas que l'opposition a un avenir qu'elle s'est dessinée. Parce que tout le monde sait. Si toi, tu as organisé une élection avec ton collègue et tu as gagné, comment peux-tu expliquer qu'après ce temps-là, toi, tu n'organiseras plus jamais d'élection, tu ne seras plus jamais dans ce gouvernement et tu veux gagner. Et tu dis que tu vas gagner. Et tu te plains que tu n'as pas gagné. Comment? Il faut plutôt expliquer aux gens, aux Togolais, pourquoi l'opposition qui a organisé les élections de 1994 dans le gouvernement prône avec beaucoup de fierté que son travail n'est que rester à l'Assemblée, qu'elle ne restera plus jamais dans un gouvernement. Si tu es dans le gouvernement, tu n'es plus opposant. Alors, Dr Katé, très rapidement, on sait tous aujourd'hui que c'est un opposant qui se trouve à la tête de l'État, le président de la République, l'opposant Savi de Tove. Avez-vous de ces nouvelles? Je n'ai pas des nouvelles du président de la République, Savi de Tove, personnellement, puisque son rôle est limité par rapport au rôle du président du Conseil. C'est un rôle honorifique, tout comme en Inde. Donc, je pense que on verra bien dans les jours qui viennent, puisque même le PCM, son nouveau gouvernement n'est pas encore sorti. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tardent à venir. Et puis, avec les nouveaux développements politiques, je pense que on va espérer un peu. Mais personnellement, je n'ai pas de ces nouvelles. Ben bon, on espère. Peut-être avec maintenant cet appel du clergé pour appeler les gens et de la CEDEAO pour appeler les gens au dialogue, peut-être un de ses rôles, c'est de contribuer à la négociation politique s'il en aura. Et on verra bien si des démarches sont faites au Togo envers lui pour voir sa contribution. Mais je n'ai pas de nouvelles personnelles. Peut-être Philippe en a. Alors, monsieur Medodi, est-ce que vous avez les nouvelles donc du nouveau président de la République togolaise, monsieur Savi de Tove? Mon ami, docteur, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que la nouvelle constitution de Faure, moi je l'appelle constitution de Faure, qui nous fait rentrer dans la 5e République, c'est de la fumisterie. Docteur Katé, vous parlez d'un président honorifique, c'est-à-dire Faure a fait exprès, lorsqu'il a changé la constitution, qu'il est devenu PCM là, président du Conseil des ministres, il a pris toutes les prérogatives de la présidence avec lui. Vous êtes d'accord, docteur Katé? OK? Même docteur... C'est pas pareil en Inde, là? Comment? C'est pas pareil en Inde? C'est peut-être pareil en Inde, OK? C'est pareil, hein? Mais, c'est pareil. Docteur Katé, en Inde, malgré leur nombre, pays le plus peuplé au monde, les constitutions font l'objet de référendums. OK? Le peuple a accepté. Au Togo, est-ce qu'on a accepté la nouvelle constitution? Est-ce que UNIR a consulté les Togolais avant de modifier la constitution de 92? Donc, ne me parlez pas d'un, docteur Katé. Vous êtes scientifique. Raisonnons. On a dit dans notre constitution de 92, pour changer la constitution, il faut un référendum. Consulter le peuple. Est-ce que UNIR a consulté le peuple? J'ai une question pour toi. Attendez, je vais répondre à la question tout à l'heure. Vous allez me poser votre question. Je disais tout à l'heure, aussi ridicule que cela puisse paraître, on nomme un président en la personne de Savi de Tove. Vous savez que Savi de Tove n'a pas de lieu, d'endroit où travailler. La présidence est toujours occupée par le PCM.
Pourquoi il ne va pas à la primature? Il est chef de gouvernement ou il est encore président. Vous vous foutez de la gueule des gens. C'est pas possible. Monsieur Midodi, je venais de voir aussi une vidéo ce matin avant de monter à l'antenne avec le cortège et tout qui va avec, tout ce qui va avec la vidéo, donc montrant que Monsieur le Président de la République qui sortait donc de la présidence. Il est parti rendre visite à Fort à la présidence. Comment est-ce que vous le savez? Mais comprenez quand même qu'il a un rôle, hein, il a une obligation de rencontrer le PCM. Lorsqu'il y a eu des meurtres au Togo et qu'il a été interpellé par les organisations de la société civile, lorsqu'il y a eu des meurtres et qu'il a été interpellé par la société civile, vous avez vu, lorsqu'il y a des troubles au Togo, même si son rôle est honorifique, l'âge qu'il a, est-ce que l'âge ne l'autorise pas ou ne l'oblige pas à sortir? C'est ça un président? Un président de la République, on dit il est sage, il est âgé. Avec tous ces meurtres-là, les 7 jeunes, les 7 personnes retrouvées dans la lagune, dont 2 adolescents, ça ne suffit pas pour un président, quelqu'un qui se dit président de tous les Togolais, de faire un communiqué ou d'aller voir fort pour comprendre ce qui se passe. Docteur Katé, Moïse, vous savez, ce pays-là fonctionne, je dis même, l'enfer même ne fonctionne pas comme ça. Docteur Katé, je pèse mes mots. Vous faites des conneries. L'UNIR fait des conneries. Comment est-ce qu'on peut penser pour mettre à la tête d'un État un président, même si le poste est honorifique? D'accord? On ne lui trouve même pas un lieu où il peut travailler. Je n'ai pas fini. Il n'est pas le chef de l'État. Monsieur Amedodi, je voudrais donc, puisque l'émission va se terminer dans quelques instants, Monsieur Amedodi, écoutez-moi, puisque l'émission va se terminer dans quelques minutes, je veux terminer en toute beauté et avec certaines questions stratégiques que j'ai toujours. Est-ce que vous pensez qu'avec cette centaine de candidatures de l'opposition est sur le bon chemin, selon vous? Où ça? Au Togo, puisque pour les candidats, je parle des élections à venir. Municipales? Bien sûr. Mais moi, j'ai appris que la DMP ne compte pas y aller. DMP, qui est représentée par Brigitte Adjamago à l'Assemblée, ne compte pas y aller. Ils ont même claqué la porte de la commission comment? CPC? Du comité paritaire. OK? CPP. Et Dogué a dit qu'il y a 2 députés à l'Assemblée, ne compte pas y aller parce qu'il dit qu'actuellement, les tensions politiques au Togo n'autorisent pas qu'on fasse comme si de rien n'était. OK? Il reste qui? Mais c'est fini, les amis. Donc, c'est pour vous dire que la façon dont dire que les élections municipales pourraient changer, même si, docteur Katé, je suis d'accord avec vous, c'est la seule chose sur laquelle nous sommes d'accord. La mairie, les municipalités, c'est le pouvoir le plus proche des populations. Mais au Togo, malgré la loi sur la décentralisation, malgré les vertus de cette loi-là, au Togo, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on empêche les maires qui sont à la tête des communes où les besoins de la population sont criards, on les empêche de travailler. Qui les empêche, c'est le régime central. Qui est à la tête du régime central? Ça vous embête que je parle toujours de Fort, c'est Fort. C'est la responsabilité de Fort. D'accord? Donc, vous savez, et je termine par là. Depuis que la nouvelle constitution est entrée en vigueur, depuis le 5e République, comment est-ce que Dr Katé vous expliquait que 4 mois après, Fort soit incapable de mettre en place un gouvernement? Vous êtes sérieux là dans ce pays? Faut qu'il y ait dirigé le Togo pendant 20 ans, ne connaît pas ses collaborateurs qui puissent l'accompagner dans le... Vous savez ce que coûte un pays de ne pas avoir un gouvernement? OK? Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas... C'est un gouvernement en affaires courantes.
Donc, il ne travaille même pas pour le bonheur des Togolais. On n'a pas changé de régime, hein, on n'a pas changé de leader. Il est toujours là, mais il est incapable de faire un arbitrage pour savoir ce qui pourrait l'aider à faire fonctionner le Togo. Non, c'est pas sérieux. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Il faut que Fort l'entende et le comprenne. Je ne veux pas être long. Merci. Merci, monsieur Amedodi. Nous avons un téléspectateur. Téléspectateur, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, cher monsieur Amenika, et bonjour, bonsoir à nos deux compatriotes qui sont en train de mener un débat très intéressant sur le plateau. Et ça montre, leur position montre qu'effectivement, il y a deux parties au Togo. Une partie de la population qui est du pouvoir et une partie de la population qui est de l'opposition. Et donc, dans cette situation, il faut aller, moi je le dis toujours, il faut aller vers un consensus. Et ce que je veux dire aussi, c'est que pour aller vers ce consensus-là, il faut commencer par comprendre d'où vient cette crise-là. Si nous résumons cette crise aux manifestations qui sont en train de se passer durant ces derniers mois, je pense que nous avons tout faux. Nous avons tout faux. Donc, nous n'allions pas trouver la solution adéquate à notre problème commun. La crise qui emporte le Togo commence depuis les années 90. Je me situe tout juste là. Et donc, si nous analysons cette crise qui nous conduit jusqu'aujourd'hui, nous devons clairement dire qu'il n'y a pas de noir d'un côté et de blanc d'un autre. Les torts sont clairement partagés, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du régime en place. Parce qu'à un moment donné, on a vu qu'effectivement, le général Eyadema voulait mettre à la terre et aller vers ce consensus-là. D'un côté, il y a certaines oppositions qui sont dans le radicalisme PA, et donc tout cela fait qu'aujourd'hui, les deux camps se sont cristallisés. Mais nous devons savoir que le Togo nous appartient à tous, et nous ne pouvons pas continuer cette confrontation-là à long terme. Cette confrontation, ça n'arrive pas à faire que notre pays émerge. Et au contraire, de jour en jour, nous voyons que les pays qui nous entourent sont en train de nous dépasser, alors que dans les années, par exemple, 70, si on voit le Bénin ou bien si on voit le Ghana, nous sommes bien en avance. Donc, clairement, il y a une crise, c'est clair. Et les morts, nous déplorons les morts et nous demandons effectivement qu'une enquête indépendante soit menée. On voit que le gouvernement est en train de mener cette enquête-là, mais nous savons que les enquêtes du pouvoir n'ont jamais donné un résultat concret. Et donc nous espérons que, cette enquête-là va arriver à un résultat concret, que les responsabilités soient situées, que les morts soient, des familles éplorées soient dédommagées. Et dans tous les cas, il nous faut, d'un moment ou à un autre, aller vers ce dialogue-là. Parce que clairement, il y a crise au niveau social, il y a crise au niveau politique, au niveau institutionnel, notamment ce régime-là de la Ve République. Donc je pense que nous tous, nous devons mettre à la terre, savoir que le Togo nous appartient à tous et que chacun apporte sa petite contribution pour que nous allions définitivement vers ce dialogue sincère-là. Moi, j'insiste toujours là-dessus pour que nous allions vers un dialogue sincère. Parce que c'est vrai, nous avons connu énormément de dialogues qui n'ont pas marché parce que d'un côté comme de l'autre, nous n'étions pas disposés. Mais je pense qu'actuellement, vu cette crise-là, nous devons être disposés à aller vers un dialogue sincère. Donc, merci à nous tous et que Dieu protège notre pays qui nous appartient à tous. Merci à vous de nous avoir appelés. Ça donne une bonne transition donc pour la fin de cette émission qui servira donc de ma dernière question à vous, chers invités. Il parlait tout à l'heure de dialogue. On en a eu au total 28 dialogues qui dénonçaient beaucoup de choses au Togo et non pas... Est-ce qu'il y a l'espoir qui peut renaître à travers donc un dialogue au Togo? Ou carrément, puisque l'Église aussi et la CEDEAO ont appelé à ce même dialogue suite aux troubles politiques derniers, qu'en dites-vous? Vous analysez votre conclusion, Monsieur Amedodi. Moïse, merci pour la question. Je crois que
C'est pas la première fois que la question vient sur la table. L'intervenant tout à l'heure appelle de ses voeux la sincérité dans ce dialogue. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe, même si Dr Katé me dit que l'accord et RPT et UFC est un accord privé, vous savez, c'est dans ces moindres choses-là qu'on reconnaît la sincérité des hommes. Si RPT a pu rouler dans la farine du FC, ça je parle d'un accord, ok, politique signé entre deux acteurs, d'accord? Vous parlez des 28 accords qui ont été signés au Togo. Qu'est-ce que ça a donné? Docteur Katé va me dire que c'est du fait de l'opposition que ces accords n'ont jamais été n'ont jamais été mis en exécution, ou bien n'ont pas été respectés. Lorsque vous allez à un dialogue et que votre interlocuteur sait pertinemment qu'il ne va pas honorer ses engagements et que le dialogue lui permet seulement de trouver peu de répit, voire poignarder dans le dos son adversaire, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, moi, sincèrement, parler de dialogue au Togo, sauf à changer d'interlocuteur, ou en tout cas, sauf à ce que l'interlocuteur, par extraordinaire ou par miracle, change de comportement, c'est envisageable. Vous savez, on dit que même après des guerres, OK, où des ennemis, pas des adversaires, s'affrontent et s'entretuent, il finit toujours par négocier un accord pour mettre fin à la guerre. D'accord? Mais généralement, pour que les guerres finissent, il faut que les protagonistes soient sincères. Au Togo, les tenants, ceux qui dirigent le Togo depuis 60 ans, que ce soit RPT ou UNIR, n'ont jamais fait preuve de cette sincérité, de cette honnêteté. OK? Si il s'agit encore d'organiser un dialogue où les gens se dupent, les gens se mentent parce qu'ils ont besoin de tromper l'opinion pour pouvoir revenir, moi, je n'en vois pas l'utilité. D'accord? Mais avant que je ne termine, parce que c'est peut-être la dernière fois que je prends la parole, j'aimerais dire à Dr Katé qui n'a pas répondu à la question que je lui ai posée. Il a tout dit, mais n'a jamais répondu à la question qui consiste à ce que qu'est-ce qu'il aurait fait à la place de Faure? Est-ce que lorsque la jeunesse réclame plus de liberté et plus de dignité, est-ce que cette jeunesse mérite d'être arrêtée et jetée en asile pour tout? C'est ce qui se passe au Togo. Docteur Katé, vous n'y avez pas répondu. J'espère que dans votre dernière prise de parole, vous me répondrez. Je sais que vous n'êtes pas à la place de Faure, mais vous aurez pu diriger le Togo. Si, mais dans un jeu de rôle, vous étiez dans la peau du premier Togolais, vous seriez comporté de la même façon, oui ou non. Comptez-moi oui ou non, tout simplement, moi ça me suffirait. Peut-être pas trop de commentaires, d'accord? Ça montrerait déjà le degré de votre sincérité, ok, dans le débat politique. Merci. Merci à vous, monsieur Amedodi Kokou Philippe, citoyen engagé. Merci à vous. Monsieur Dr Albert Katé, nous sommes dans la dernière partie, dernière ligne droite, dernière question pour cette émission. Que dites-vous par rapport à ma dernière question? Vous êtes muté, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Merci, merci. D'abord, je vais commencer par la question de Philippe sur si j'étais dans la peau de Faure, est-ce que les manifestants ou bien les Togolais
qui manifestent, est-ce que je vais les jeter en prison, c'est ça? C'est ça? Tout à fait. Même pas en prison, en centre, en centre d'asile pour fous. Bon, Amron n'a moi, pas je le, été jeté en prison. Il a été renvoyé. Il est comme et quelqu'un qui délire et on l'a envoyé pour se faire soigner. On l'a pris pour un fou. Un débile mental. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Soyez courageux, dites-nous. Le Togolais non, veut. Philippe, ce qui n'est pas bien, n'est pas bien. Et c'est même pas à débattre. Pourquoi je le ferais? Je le ferai pas. C'est pas, ce qui n'est pas bien n'est pas bien. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une telle chose. Ça, Merci je pour vois votre même pas la courage. question. Merci pour votre. Je vois même pas la question sur ça. Euh, Maintenant, soyons aussi courageux de dire certaines vérités. Il faut tout faire pour éviter le pire aux gens aussi. Ça, il faut qu'on s'y mette et qu'on fasse attention de ne pas tout mettre dans le patriotisme, mais qu'on connaisse un peu, qu'on prenne en compte tout ce qu'il faut prendre en compte pour limiter les dégâts à soi. Parce que chacun doit se protéger sa vie. Je vais te dire, je suis dans la politique pendant des années. Ma famille a été dans la politique. J'en sais beaucoup. Je viens d'une famille où j'ai un parent qui a été criblé. Donc, j'en sais, j'ai vécu autour de beaucoup de leaders qui ont traversé des choses. Et c'est la sagesse. Hein. C'est pour ça qu'il faut que les anciens inculquent aux jeunes cette ruse et cette attention qu'il faut avoir, parce qu'il faut suivre pour faire la lutte. Il faut suivre pour avoir un demain. Demain, ceux qui sont, je pense, à Étienne Yakanou, des gens qui se sont battus pour des idéologies qu'on les a expliquées que l'autre est un ennemi. Et nous sommes en lutte pour les faire partie ou rien. Ou rien, on ne veut rien entendre, rien comprendre. Aujourd'hui, ils retrouvent leur propre leader qui leur enseignait ces choses-là. Ou quand eux, ils ont pris les coups, ils se sont enfermés, ils ont été emprisonnés, ils sont morts. Ils retrouvent ces propres leaders aujourd'hui installés dans des bureaux où voient au-dessus de leur tête cet adversaire qu'on les a montré comme ennemi. Et c'est pour dire que si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas faire un bon choix. Donc, il faut avoir cette perspicacité de suivre et de faire les bons choix. Et c'est important, et c'est la rue, c'est la sagesse. Venant sur l'accord RPT-UFC, vous avez dit que l'UFC a été roulé dans la farine. Je pense que vous peut-être prenez en compte seulement un côté de ce que vous savez. Je suis sûr que toi et moi, on n'a pas les détails de l'accord, même si le RPT n'a pas honoré ses promesses à l'UFC. Les raisons qui sous-tendent cela, certainement que toi et moi, on n'a pas fait cette évaluation. Mais ce que nous savons, qu'est-ce qui te dit que l'UFC aussi n'a pas voulu rouler le RPT dans la farine et il s'est fait avoir? Selon M. Gada, Dr Gada, qui est un membre influent de l'UFC, grand conseil de J.P. Olympio, il avait dit que peut-être que le pouvoir s'est rendu compte que lorsqu'ils étaient ensemble sous l'ANC et ils travaillaient sur cet accord, l'accord a originé un peu tôt avant qu'ils aient leur scission. Donc, il y a eu des promesses, il y a eu des discussions au préalable et des points qui intéressaient le RPT. Et après cette mise en scène pour certains, que ce n'est pas une scission, mais c'est une mise en scène, juste pour pouvoir jouer au jeu d'intérêt. Et le RPT aussi a répondu en ne plus honorant parce que lorsque l'ANC était ensemble, l'UFC était fort. Et il avait la voix du peuple et c'est lui qui contrôlait la force de la masse. S'il y aura trouble au régime, s'il y aura réaction, c'est l'UFC. Alors, si le pouvoir fait un accord de paix, qu'ils appellent l'accord de la paix des braves, ils font un accord de paix avec le RPT pour qu'il y ait cette paix. Et vous créez une division et l'autre part maintenant avec la force du parti, ben, il va continuer à créer des troubles. Et maintenant, nous, on voulait tout te donner pour pouvoir avoir la paix. Mais tu dis que toi et ton frère, vous êtes divisés, et lui sort avec les militants. Et son parti sort avec les militants. Bon, est-ce qu'il ne va pas continuer les troubles? S'il va continuer les troubles, nous, on va tout te donner. Ce n'est pas ça l'accord. Donc, dans ces genres d'accords politiques, chacun joue son jeu.
C'est vrai que le RPT n'a plus honoré les engagements qu'on nous a lus, mais du moment où il y a eu un changement dans le corps qui était UFC, effectivement, ça doit affecter l'accord. Donc, chacun est malin, chacun fait ses calculs politiques. C'est pour ça que je dis que lorsque toi et moi, nous allons commencer par nous battre pour que tout accord qu'il y aurait, tout dialogue qu'il y aurait, que personne ne vienne nous conter l'histoire, que personne ne vienne nous pointer du doigt, lui il a fait comme ça, il a fait comme ça, mais que toi et moi, on soit autour de cette table-là, qu'on propose les solutions et qu'on comprenne quelle solution est proposée, qu'est-ce qui est dans l'international, est-ce que c'est ça qui a été fait, d'où vient le problème. En ce moment-là, toi et moi, on revient ici pour discuter vraiment des vrais problèmes. Mais si c'est les commentaires là, je pense qu'il faut laisser les acteurs faire leur jeu politique entre eux. Bon, moi, je ne vais pas trop rentrer dans ce détail. C'est ce que j'ai appris de Dr Gadda dans une émission, parce que, bon, c'est que le régime aussi a réagi à un changement de quelque chose. Bon, donc ça, c'est ça. Mais parlant du dialogue, le dialogue est la seule solution, même s'il y a une guerre, comme vous l'aviez dit. On revient toujours au dialogue. Même s'il y a une insurrection, il y a des gens qui s'asseyent quelque part et en parlent. Vous avez vu en Syrie, il y a eu même un mouvement militaire qui a renversé Bachar. Mais celui qui est venu, il prend tout son temps, parler encore avec des gens pour qu'il soit légitimé et que les autres pays, les gens ne commencent pas à diriger, travailler avec lui, même pour créer la cohésion et la paix sociale. Il a discuté avec des factions. Pareil en Afghanistan. Donc, les Burkinabés ont essayé ça. Ils ont compris. Donc, ceux qui ne le font pas, ils seront toujours dans des problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux gens que si lui, là, il part, c'est fini, notre problème passé. Sinon, si Blaise Compaoré était parti, le problème du Burkina serait fini. Mais combien de présidents qui ont suivi, combien de morts il y en a eu après Blaise Compaoré? Ce n'est pas seulement l'individu qui part, qui fait la fin des problèmes, mais cette conscience de comment comprendre les problèmes et trouver les vraies solutions, ça va ça va plus vite vers la paix et vers le succès. Et donc, le dialogue, pour le cas du Togo, il y a ce qui rend le dialogue difficile au Togo. Ce n'est pas dire que le régime n'a pas respecté l'accord et que c'est toujours le régime qui... Ce sont des positions politiques. Naturellement, le régime ne respecte pas certaines choses, mais il n'est pas le seul. Et vous le saviez, on l'avait dit entre-temps, y compris J.Q. Solinke qui est de l'opposition, lui aussi, il avait signé et il n'a pas respecté l'accord. Ça a créé un problème en 2006. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas ça seulement le problème. L'autre problème, c'est que dans le contexte des Togolais, dans nos dialogues, il y a d'abord notre incapacité de faire les deals. Si Donald Trump est dehors aujourd'hui, il arrive à rentrer dans les dossiers des gens d'Iran, au Congo, un peu partout, en Ukraine. Vous voyez sa politique? Deal. Il comprend l'adversaire, il comprend l'ennemi, il comprend l'autre. OK, il trouve un deal win-win qui t'arrange, qui m'arrange, qui nous arrange tous. Il le fait. Mais au Togo, non, on ne veut pas en parler. Pour les autres, eux, ils n'ont qu'à quitter. Nous, on va les remplacer, c'est fini. On leur demande quels sont les gages de l'alternance que vous avez posés. Quels sont les gages de l'alternance qui garantissent aussi l'avenir à l'autre côté. Personne ne veut en parler. Ils n'ont qu'à quitter. Après, on va voir ce qu'on va faire pour eux. On dit réconcilions-nous. On devait nous réconcilier pour pouvoir avancer dans le dialogue, pouvoir avancer dans les bonnes réformes qui doivent amener à des élections incontestables, à l'équité, à un meilleur partage des richesses. Les gens disent non, on ne va pas pardonner. Ils n'ont qu'à quitter. Après, on verra. Depuis 90, on traîne. On ne veut pas pardonner. On ne veut pas aller à la réconciliation. On trouve toujours des problèmes, des raisonnements politiques et d'intérêts partisans pour faire capoter la réconciliation. Mais on a toute l'énergie pour s'asseoir et discuter d'un dialogue. Je l'avais dit que depuis l'accord cadre de 1999 et les 22 engagements de 2024 jusqu'à 2006, l'accord de Ouaga, tous les dialogues qui se sont passés, y compris en 2018 avec Nana Addo et Alpha Condé, tous les dialogues qu'on a eus, même, c'est quoi? Tout ça était toujours basé plutôt sur l'organisation des élections. C'est ça qui intéresse une frange de notre classe politique. Le CPC dont on parle, leur menu, 90%, c'est les problèmes d'élection, comment ils vont corriger tel et aller aux élections. Dans tout ce mouvement qui se passe aujourd'hui, quelle est la priorité de l'opposition? Est-ce qu'elle ne va pas aux élections? Elle va aux élections malgré tout. Elle va aux élections. On entend que certains sont en train de sortir parce que les jeunes sont en train de faire mouvement. Si les jeunes ne faisaient pas mouvement, qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce qu'ils s'asseyeraient pour voir les autres problèmes qui doivent rendre ce pays florissant et qu'il n'y ait plus de problèmes politiques? Non, 2 mois, ils vont aux élections, ils ont les élections en vue. Allez, on y va. Donc, le deal, notre incapacité à pardonner, notre incapacité à faire le deal qui a rendu le monde et on tourne ce pays à l'envers, comme au Congo, comme au Bénin,
et puis c'est fini. Tout le monde profite de ce pays. Monsieur Philippe, depuis que nous parlons, c'est comme si pour vous, le Togo, c'est le régime, le régime, le régime. Et l'opposition, elle ne doit rien faire. Mais je ne sais pas si on va construire un pays. Est-ce que vous êtes beaucoup plus sur un pays où quand on parle de gouvernement, quand on parle de régime, ça doit être seulement un seul parti? Je suis sûr que non. Parce que ce n'est pas chez vous en Belgique, ce n'est pas en France, ce n'est pas au Congo, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas dans les pays où nous, la diaspora, nous sommes. Personne d'entre nous n'est dans un pays où, quand on parle des pays de l'Ouest, il y a seulement un régime qui appartient à un seul parti politique et c'est lui seul qui doit être un gouvernement. Quand on parle d'institutions d'exécutif, c'est toujours lui seul. Pourquoi nous voulons prescrire ça aux Togolais? Mais luttons et faisons plutôt l'effort jusqu'à ce que toutes ces partis que nous avions mis, toutes ces composantes, opposition, société civile, diaspora, c'est ça la nation. Si nous ne voulons pas aller dans ce sens, nous nous manifestons, nous nous levons seulement pour autre chose. Il n'y aura pas un Togo de certains. Il n'y en aura pas. Je ne pense pas. Des gens peuvent mourir, il n'y aura pas un Togo de certains et un seul. C'est pour ça que nous disons ce qui se passe là. Quand vous dénoncez et vous voulez reconstruire la même chose, vous voulez juste les remplacer. Une opposition, ou bien on lutte pour un mouvement où on dit que c'est le régime seul, c'est le régime seul, c'est le RPT c'est uni seul, on va les enlever. Et nous, on vient remplacer et c'est fini. Non, je pense que nous devons aller au milieu, trouver comment faire un Togo d'ensemble. S'il y a des choses à faire, à corriger, pour créer cette nation unie, c'est casse-tête. Il faut qu'on s'asseye avec toute notre intelligence. Le jour où on va trouver la formule à tout cela, je pense qu'on va avancer. L'appel du clergé pour le dialogue, c'est bienvenu. Mais combien de personnes ont saisi ça et réagissent? Quel mouvement a-t-on fait? Donc, il faut qu'on réponde à tout cela et il faut qu'on commence par avancer dans ce sens et qu'on apprenne à faire les deals et qu'on participe à nous-mêmes à ces deals-là et qu'on accepte aussi, qu'on définisse en clair, quel système politique, quelle gouvernance on veut. Qui sont ces gens qui seront dans la gouvernance? Quand vous pointez du doigt le pouvoir, chaque fois le pouvoir, il a arrêté ceci, ils ont fait cela. Mais moi, je serais très content de vous voir comme ministre de la Justice pour ne pas arrêter. Et jusque je vous dis ministre de la Justice, vous n'avez pas arrêté certaines personnes pour lesquelles nous nous plaignons. Et cela s'est passé lorsque notre population de Mango s'était réveillée avec des problèmes ou non avec un préfet. Un préfet qui faisait vraiment des problèmes à la population, avec beaucoup de mépris. Et l'opposition et la société civile, les gens se sont plaints comment on battait les gens là-bas, qu'on n'a qu'à enlever ce préfet. Le chef de l'État a écouté cet appel et a réagi, a remplacé le préfet par un colonel dont j'oublie le nom. Et quelle a été la réaction surprise? Un chef de l'opposition, d'un grand parti de l'opposition, a dit non, c'est pas ça. Il a remplacé la personne, mais c'est tout le système même que lui veut remplacer. Donc, que les gens de Mango ne continuent pas à être frappés jusqu'à ce que lui soit capable de changer tout le système. Mais dans la réclamation de l'opposition pour qu'on change ce préfet, c'est ce que la population voulait. Personne n'a dit, nous avons un candidat, mettez-nous les opposants là-bas pour gérer les gens de Mango, parce que votre gars ne fait pas bien. Proposez-nous. Non, ça ne fait pas partie, parce que l'opposition ne doit pas être dans le gouvernement. Mais lorsqu'il s'agit des législatives, ils vont positionner des députés dans la zone Mango. Donc, on préfère être là pour ne pas être l'exécutif, mais on peut venir être un député, calmement. Mais comment est-ce que nous expliquons ce choix à ce peuple que lorsqu'il s'agit on veut le bien du peuple, mais lorsqu'on appelle quelque chose exécutif, certains d'entre nous, on ne doit pas faire partie de cela. Nous, on n'est pas bien pour cela. Mais acceptez-nous pour être député, pour venir être député. Maintenant aussi, acceptez-nous pour être maire. Donc, monsieur Philippe, avec tout le respect que je vous dois, nous devons ensemble, nous, la jeunesse togolaise, redéfinir, même s'il faut qu'on se retrouve dans un colloque, conclure si vraiment est-ce une vérité de continuer par montrer au peuple que le gouverneur doit seulement être le gars du Nil. Non, ce n'est pas le modèle. Nous sommes à la fin donc de cette émission, s'il vous plaît. Ce n'est pas le modèle qui a fait mourir les gens de 91 à 94. Et les gens qui sont morts en 94 sont morts
l'architecture d'un système d'ensemble. Et ça doit continuer et ce n'est que ça qui est le salut. Et il faut qu'on commence maintenant, pas plus tard, sinon nous allons revenir à des problèmes qui sont déjà passés. Et le peuple attend les solutions, le peuple attend la fin de la misère, le peuple attend la fin de tout cela. Nous savons tous que lorsqu'on parle de la misère, toi et moi, M. Philippe, s'il y a un pays dans lequel l'opposition et le pouvoir fonctionnent ensemble, il y a la balance de pouvoir. Et il y a un autre pays où il y a quelqu'un qui est dictateur ou bien quelqu'un qui a un parti, mais il n'est pas mais il a un seul parti, monopartite. On te donne 5 milliards pour investir. Si tu réfléchis, tu vas penser que, je suis sûr que tu vas investir dans le pays où il y a la balance de pouvoir. Donc, allons-y. Tout le monde, société civile, opposition, diaspora, allons-y. Merci à vous. Docteur Albert Katé, merci infiniment à vous. Vous êtes leader d'opinion aux États-Unis. Monsieur Amedodi Kokou Philippe, depuis Bruxelles, tous nos remerciements à toute la communauté togolaise en Bruxelles. Merci infiniment de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire pour que vous ne puissiez pas manquer donc nos émissions. C'était très important. Vive le Togo, du courage et également à tous ceux qui rendent donc aux élections à venir. On se retrouvera certainement pour d'autres numéros de votre émission Avis de la diaspora avec le même plaisir. Bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. La rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours.